Bonjour, Balandignon sur Étoile Inès TV. Grande et joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, mercredi 19 novembre. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie que je suis là. J'ai pas eu la chance de vous parler après, de vous parler de nos léopards. En tout cas, mes sincères félicitations à nos léopards qui continuent de nous faire rêver, un peu comme ils l'ont fait à la CAN. Nos léopards sont nos héros après tout ce qui se passe dans le pays, avec la guerre qui nous est imposée, cette guerre injuste. En tout cas, c'est une consolation. Je l'avais dit les jours du match, le dimanche, j'avais dit en tout cas, si nos léopards parvenaient à battre le Nigeria et qualifier la RDC pour les barrages internationaux, cela allait consoler tout un peuple, plus de 120 millions de Congolais. En tout cas, ils l'ont fait en tout cas. Félicitations à nos léopards encore une fois. Et cela est un message aussi pour ceux-là qui continuent à douter des léopards. Nos léopards ne nous ont pas habitués à ce genre de ferveur. On est tellement habitués au négatif, mais cela ne doit pas nous pousser à ne pas croire en eux. C'est là, vous avez vu le match qu'on a joué contre le dernier match qu'on a joué au stade des Martyrs. Vous allez vous rappeler, les salles étaient vides parce que tout le monde regrettait le match du Sénégal, comment on a pu perdre. C'est ça le football. On gagne et on perd. On peut être au meilleur de notre niveau, mais on perd contre une petite équipe. C'est ça le football. Et le Sénégal n'est même pas une petite équipe. Que cela soit une leçon pour les Congolais qui continuent à être négatifs, à dire du n'importe quoi, à ne pas croire aux léopards. Vous êtes les premiers à dire, vous êtes les premiers à décourager les léopards, vous êtes les premiers à donner des pronostics négatifs par rapport à nos léopards. Vous voulez que les léopards puissent perdre, mais quand ils perdent, vous commencez à critiquer encore. Raison pour tout l'avait même dit. Avant même un match là, il a dit, vous voyez le match de demain, il y a beaucoup de Congolais qui pensent qu'on va perdre. Alors, comme vous êtes déjà négatif, comment vous espérez que les léopards vont gagner? On doit être derrière, on doit être à fond derrière nos léopards. Qu'ils perdent ou qu'ils ne perdent pas, ils doivent sentir qu'on est derrière eux. On ne doit pas être seulement, on ne doit pas seulement dire du bien parce que les léopards gagnent. S'ils ne gagnent pas, on devient réticent. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on doit montrer notre support envers les léopards. Vraiment, honte aux personnes qui disaient du mal des léopards, honte aux personnes qui ne croyaient pas en la victoire de nos léopards. Je dis et je cite Constant Omari, qui est l'ancien président de la Fédération congolaise de football, lui qui avait dit, je cite, notre équipe nationale n'a pas encore des joueurs capables d'aller au mondial. C'est lui qui avait dit ça, l'ancien président de la FECOFA. Il avait dit ça, mais vous avez vu vous-même que on est juste à un seul match de la qualification mondiale après 52 ans d'absence. Finalement, on peut rêver. Ça s'est passé du temps de Mobutu. Maintenant, c'est du temps de Félix Tshisekedi. En tout cas, parlant de Félix Tshisekedi, je tiens à le féliciter. Comme je l'ai dit, nous, on est impartial. Quand il y a ce qui est bien, on acclame. En tout cas, s'il y a un seul supporter que je peux citer haut et fort, c'est le président Félix Tshisekedi. Le dernier match qu'on avait joué au stade des Martyrs, il n'y avait pas des supporters dans les stades, mais le président Félix Tshisekedi était là. Lui, il était présent. Il a encouragé. Même après le match, ce match-là, il a été voir les léopards. Il les a encouragés. Il a vraiment montré qu'il est le supporter numéro 1 des léopards. Et c'est aussi grâce à lui, en partie, qu'on peut rêver de cette qualification à la Coupe du Monde. Donc, mes félicitations à Félix Tshisekedi pour ça. Il a aussi une part. Il a contribué aussi
à ce que nos léopards puissent puissent être là où ils sont, à un seul match de barrage que nous allons d'ailleurs disputer au mois de mars. Alors là, c'était la première information. Je ne pouvais pas commencer décryptage politique d'aujourd'hui sans dire un mot sur nos léopards. Alors, je vous passe la deuxième information. C'est Aimé Mbonji, qui est cet élu député de l'UDPS, qui est élu président de l'Assemblée nationale lors de la plénière au Palais du peuple à Kinshasa. Sur 423 députés votants, il a recueilli 413 voix contre 10 bulletins nuls. Pour rappel, pour la petite histoire, après la démission de Vital Kamerhe, il y avait beaucoup de candidats au poste de président de l'Assemblée nationale. Il y avait le fameux Christophe Mbosso, qui lui était deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du temps de Vital Kamerhe. Selon la Constitution, il devait d'abord démissionner de son poste pour se présenter au poste du président de l'Assemblée nationale, chose qu'il avait faite. Il était prêt à diriger encore une fois l'Assemblée nationale, mais lui aussi qui est membre et député de l'UDPS, l'UDPS avait choisi avec à son président, le Félix Tshisekedi, il avait choisi Aimé Mbonji en lieu et place de Christophe Mbosso. Donc, il était le candidat unique de l'UDPS, ce qui a annulé la candidature de Christophe Mbosso. C'est ce qui a fait que, après sa nomination par le président de la République, selon la Constitution, il devait passer par des votes. Les députés nationaux devaient voter pour lui. C'est ainsi que sur les 423 députés, 413 ont validé son choix, le choix qui a été émis par le président de la République. Donc, nous avons ce Aimé Mbonji, qui est aussi, pour ceux-là qui ne le savent pas, il est beau-frère de Vital Kamerhe. Il y a ceux-là qui parlent des continuités du pouvoir. Hein? Il est le frère de l'ex-femme de Vital Kamerhe. On ne veut pas entrer dans le débat par rapport à ça, mais sachez que Aimé Mbonji est bel et bien le président de l'Assemblée nationale. Je passe à une autre information. C'est le chef d'État qui n'en peut plus de l'insalubrité à Kinshasa. Je vais d'abord passer la vidéo. Je ne vais pas trop parler par rapport à ça pour que vous ne puissiez pas dire « Oh non, qu'est-ce que ce monsieur dit ?» Il a écouté ça où? Je vous passe la vidéo. Après, je vous fais mon analyse juste après. Des décisions importantes prises à Paris concernent entre autres la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour uniquement des vols humanitaires de jour d'ici la fin de cette année. Je pense que là, je passe autre chose là. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. Ça doit être quelque part là. Voilà. Thématique de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Le président de la République est à nouveau revenu sur l'impérieuse nécessité de renforcer les mesures d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Pour une énième fois, il s'est vu dans l'obligation de revenir tant que la situation actuelle demeure non seulement préoccupante, mais atteint désormais un niveau profondément alarmant, voire catastrophique. Les amas d'immondices qui jonchent nos avenues, les marchés insalubres, les caniveaux obstrués et les déchets plastiques qui envahissent nos cours d'eau traduisent un manque de suivi manifeste dans la gestion de la salubrité publique
République. Les conséquences sont multiples et graves, notamment la pollution de l'environnement, encore la propagation des maladies hydriques. Face à cette situation qui ternit gravement l'image de notre capitale, qui met en péril la santé de nos concitoyens et compromet le fonctionnement harmonieux de la cité, le président de la République thématique de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Voilà. Le président... Je ne vais pas répéter la vidéo, mais vous avez tous suivi. Le président n'en peut plus de l'insalubrité à Kinshasa. Pour ceux-là qui vivent là-bas, même ceux-là qui ne vivent pas là-bas, les vidéos circulent partout sur les réseaux sociaux. Surtout chaque fois qu'il y a la pluie. En tout cas, c'est invivable au 21e siècle d'avoir de l'eau. Il y a des personnes qui nagent même. Ce n'est même pas dire que dans votre maison, non. Dehors, sur la route, il y a des eaux qui stagnent, il y a des eaux. Donc, c'est vraiment invivable. Kinshasa est invivable. Ce n'est pas seulement pendant la saison de pluie, c'est les insalubrités. On parle des embouteillages, on parle des insalubrités, on parle des canaux qui sont bouchés. Donc, la capitale de la RDC, en tout cas, c'est une honte pour Kinshasa. Et à ça, si je peux dire quelque chose, le Constant Mutamba, je vous l'avais déjà passé sur des cryptages politiques, il avait dit une chose que j'ai pu retenir pour vous. Il avait dit que Félix Tshisekedi n'est pas le problème. Ce sont les personnes avec qui il travaille qui ne veulent pas se donner, qui ne veulent pas faire des sacrifices pour évoluer le Congo. C'est-à-dire, ils ne se donnent pas à fond pour faire leur boulot. Vous voyez. Et le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Il peut nommer des personnes. Mais ce que je lui reproche par rapport à ça, c'est qu'il n'a pas cette audacité-là de chasser les gens, virer les personnes qui ne sont pas compétentes. Si vous avez, par exemple, il y avait inondation au mois de mars, si je me trompe, il y avait des maisons qui étaient inondées, il y avait des personnes qui s'étaient retrouvées dehors, qui passent de nuit jusqu'aujourd'hui à la Belle Étoile. Le gouvernement avait alloué un montant de 50 millions de dollars pour que ces personnes-là qui étaient victimes de ces inondations, puissent être hébergées, qu'on puisse construire rapidement des maisons pour ces personnes-là. Jusqu'aujourd'hui, aucune maison n'a été construite. Ces personnes-là, d'ailleurs, je vous avais passé sur des cryptages politiques, ces personnes étaient allées passer nuit devant la résidence du président Félix Tshisekedi parce que ces personnes-là ne savent plus où aller. Le gouvernement avait déjà sorti l'argent. Vous voyez. Et le gouverneur de Kinshasa qui accuse le ministre de l'Environnement en disant que non, moi je n'ai jamais reçu cet argent. Et c'est le ministre maintenant qui accuse le gouverneur de ne pas faire son boulot. Mais dans tout ça, il faut qu'il y ait suivi. Quand vous débloquez un tel montant pour tel projet, il faut qu'il y ait, où est les comités de suivi pour dire que on a donné ce montant, qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas suivi, il n'y a pas des gens qui sanctionnent les personnes qui ne font pas leur boulot. C'est ce qui va commencer à se passer. Monsieur le Président ne tolère plus les insalubrités. Mais quelle action vous faites pour empêcher cela? Il y a des personnes qui sont chargées. Il y a le ministre de l'Environnement, il y a le gouverneur, il y a le ministre de l'Aménagement, il y a le ministre de l'Intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui sont chargées s'occuper de cela. Ça ne devait même pas être le patrimoine du président de la République. Il n'a rien à voir avec ça. Mais si le président, lui, s'inquiète, que dire des personnes qui sont supposées gérer ces domaines-là? Vous voyez? Donc, le président de la République a choisi, je ne sais pas s'il a choisi par sentiment, les personnes de son parti et les a nommées et il ne sait pas les mettre à côté s'ils ne font pas leur boulot. C'est ce qui se passe aussi quand vous prenez les gens parce qu'ils sont de telle tribu, ils sont les gens de votre parti, vous ne savez pas sanctionner ces personnes-là. Et c'est la population, la pauvre population qui en paie le prix.
On parle de méritocratie. Hein, dans tout pays qui veut se développer, on parle de méritocratie. On ne peut pas juste vous nommer de nulle part. Voilà pourquoi même dans tous les pays qui sont développés, juste pour être président, vous devez déjà être riche d'abord. Vous devez avoir un certain montant d'argent dans votre compte avant même qu'on puisse penser à vous nommer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy. Sarkozy qui a battu sa campagne, mais l'argent qu'il avait utilisé pour sa campagne, il avait emprunté. Il avait emprunté de la Libye. C'est Kadhafi qui lui avait prêté cet argent-là. Alors, après vérification, on a vu que non, c'était pas son argent qu'il avait utilisé. Et aujourd'hui, il en paye le prix. Il avait été arrêté. Il devait passer 3 ans en prison. Bien sûr, il a eu une liberté provisoire qui lui a été accordée. Mais vous voyez, les pays qui se respectent, si vous voulez être président, vous devez d'abord avoir l'argent. On parle de méritocratie. Vous ne pouvez pas juste nommer quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'a jamais étudié, quelqu'un qui ne connaît même pas le Congo, quelqu'un qui ne se soucie même pas de la population, et ce qui me fait rire, c'est quand vous prenez quelqu'un qui était par exemple ministre de la Santé pendant quelques années, et puis vous trouvez que bon, vous voulez remanier le gouvernement, vous le changez ministre de la Santé, il passe ministre de l'Éducation. Quel rapport il y a entre la santé et l'éducation? Donc, l'objectif, c'est maintenir les mêmes personnes-là dans le gouvernement et ces personnes ne font rien. Il y a ce député-là, Godem Poi, qui a dit récemment, c'était aujourd'hui, il a dit que nous avons un gouvernement paresseux. C'est pas seulement un gouvernement paresseux, des incompétents. Ils ne sont pas seulement incompétents, ils ne savent pas, ils n'ont pas le cœur pour la nation, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Détournement chaque jour. S'ils se réunissent, c'est pour parler projet, comment détourner, pas penser à la population. Comment terminer les embouteillages à Kinshasa? Kinshasa, une ville qui était construite pour 400 000 personnes. Kinshasa, aujourd'hui, a plus de 20 millions de personnes. Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez? Les routes. Hein? Chaque jour, on parle de la même chose. Embouteillage. Quand est-ce que l'embouteillage va être... Le pire de tout ça, c'est que pas seulement l'embouteillage, maintenant on parle de permis de conduire biométrique. Donc, les gens déjà ont ce problème-là d'embouteillage. Maintenant, vous introduisez aussi quoi ça? La vérification des permis de conduire biométrique. Ce qui augmente encore le temps passé sur la route. Les gens passent des heures. Hein? Des distances que les autres pays, dans les pays développés, peuvent parcourir. Je peux dire 16 km. 16 km dans un pays développé, 16 km, c'est 20 minutes. Mais à Kinshasa, 16 km, vous pouvez faire même 5 à 6 heures. Et qu'est-ce que vous êtes en train de voler le temps? Hein? Vous volez le temps à la pauvre population. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez, vous savez déjà que sur vos 12 heures, par exemple, que vous avez, c'est ça la journée, c'est 12 heures, vous avez 10 heures à passer sur la route. 10 heures, donc vous n'avez que 2 heures. Donc vous avez 5 heures en aller, 5 heures au retour et vous n'avez que 2 heures. Donc voilà pourquoi les gens travaillent maintenant jusque tard. Parce que maintenant les compagnies doivent, en anglais on appelle accommodate, doivent chercher à travailler selon le temps que les gens font sur la route. Je ne vais pas m'attarder sur ce dossier. Je vais vous parler de Fayulu. Qu'est-ce qui se passe avec Fayulu? Fayulu a eu des choses à dire. Je vais d'abord vous lire ce qu'il a dit. Je vais vous lire quelque chose et puis je vais vous passer à une vidéo dans laquelle il a eu aussi à dire quelque chose. Voici ce qu'il a dit. Il a donné ses ambitions. Il a dit, il se dit être prêt pour diriger la RDC. J'ai été élu, là ce sont ces mots, j'ai été élu, vous le savez, avec 62,11% de vote. J'ai été élu et Kabila a décidé autrement. Mais je ne pense pas à tout ça.
j'ai, comme je dis, j'ai pardonné à tout le monde et le peuple est là et je continue à me battre pour ce peuple. Là, c'est le premier message de Fayulu. Je vais vous passer son deuxième message qui n'est rien d'autre que son adresse à la nation. Cela devait se passer le lundi, mais vu que les léopards devaient se rendre à Kinshasa, retourner à Kinshasa lundi pour être célébrés, accueillis par le président de la République au Stade des Martyrs, il a décidé de reporter ça à hier, mardi. Alors, il a fait son adresse à la nation. Je vous passe maintenant son message. Chers compatriotes, notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à M. Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Je m'excuse, là, c'est juste la publicité. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec M. Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule fois la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé. Je vous remercie. Voilà. On a tous suivi ce que Martin Fayulu, le président du parti Lamuka, a eu à déclarer. Je pense sur ce point-là, ça fait maintenant un temps qu'on parle de ce fameux dialogue inclusif et
il y a beaucoup d'opposants qui réclament cela, qui exigent cela. Je vous donne l'exemple de Jean-Marc Abound, lui qui était un allié de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est devenu membre de l'opposition plutôt. Il avait dit, je vous avais d'ailleurs passé cela sur décryptage politique. Lui, il était même allé, il a menacé Félix Tshisekedi. Il a demandé aux Quinois que si Félix Tshisekedi n'organisait pas ce dialogue inclusif, que tous les Quinois puissent descendre sur la rue le 5 décembre du mois prochain pour exiger la tenue de ce dialogue inclusif. Là, vous venez de suivre Martin Fayulu, c'est pas la première fois qu'il exige ce dialogue inclusif. Il veut, pour lui, c'est le seul moyen par lequel on peut espérer une paix durable et non pas les accords de Doha et consorts. Il a même dit, je cite, si Monsieur Félix Tshisekedi ne parvenait pas à organiser ce dialogue, l'histoire retiendra que c'est du temps de Félix Tshisekedi que la RDC a été balkanisée. Vous savez, avec la partie de l'Est qui est occupée par les troupes rwandaises. Alors, toujours par rapport à ça, qu'est-ce que je peux dire? Pour la petite histoire, le dialogue inclusif, Félix Tshisekedi n'a jamais dit non à ça. Il avait demandé d'ailleurs, les initiateurs de ce dialogue inclusif, c'était la Senko avec Joseph Kabila et consorts. Le Félix Tshisekedi leur avait demandé de sortir une feuille de route, de consulter les autres confessions religieuses, chose qui avait été faite. La feuille de route était sortie, bien qu'il y avait déjà des divisions entre ces confessions religieuses, parce que il y a l'Église du Congo qui disait ne pas accepter cette feuille de route parce qu'elle n'était pas d'accord avec certains points. Par exemple, traiter avec Corneille Nangaa parce que la Senko a, dans cette feuille de route, n'a pas écarté Nangaa. Elle a voulu que Corneille Nangaa soit là, Joseph Kabila soit là. Donc, il n'y a pas de justice pour les victimes qui sont mortes. On veut que on puisse, c'est-à-dire qu'on oublie tout, qu'on puisse s'asseoir sur une même table et parler, nous projeter, qu'ils puissent, les participateurs puissent se projeter à l'avenir. C'est ce que la Senko veut. Alors, il y avait déjà division par rapport à cette feuille de route. Félix Tshisekedi n'avait pas dit non à ça. Félix Tshisekedi n'avait pas dit non. Ça fait des mois, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Félix Tshisekedi a juste dit, il a donné une condition. Il avait d'abord dit qu'il ne peut pas s'asseoir sur une même table avec les opposants ou des gens qui sont efféondés aux rebelles du Rwanda. Et puis, il a donné une condition. Il a dit, tous ceux-là qui veulent participer à ce dialogue, ils doivent d'abord dénoncer le Rwanda. Ils doivent dire que le Rwanda est derrière les M23. Chose que jusqu'aujourd'hui, personne de tous ces opposants n'a pu dire. Je vous l'avais passé d'ailleurs sur des cryptages politiques. Ils ont dit, oh non, on l'avait déjà fait par le passé. Pourquoi les faire maintenant? Vous voyez, donc, ils avaient donné des excuses. Cela a prouvé encore une fois que ce sont des personnes qui sont efféondées au Rwanda. Alors, pourquoi traiter avec ces gens-là, s'asseoir sur une même table et parler? N'est-ce pas ce qui s'est fait maintenant avec les M23? Parce que les M23, ce sont les Rwandais et le gouvernement congolais négocient avec eux à Doha. Alors, pourquoi s'asseoir sur une même table encore avec Corneille Nangaa pour traiter, pour parler de quoi? L'histoire, Martin Fayulu l'a bien dit, l'histoire retiendra que Félix Tshisekedi, c'est du temps de Félix Tshisekedi que le Congo a été balkanisé. Mais l'histoire aussi va retenir que de ce temps-là, avant l'intrusion des M23 en RDC, Félix Tshisekedi avait demandé à tous les opposants de s'asseoir sur une même table, de dialoguer. Aucun opposant n'avait accepté l'invitation de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi s'était retrouvé seul. Voilà pourquoi il a décidé d'aller demander de l'aide à Washington. On va aussi retenir ça. Alors, maintenant que vous avez vu que non, il y a les élections qui tournent, qui sont à l'horizon 2028, vous voulez avoir vos immunités, vous voulez retrouver vos carrés miniers, alors vous vous dites non, nous on a besoin, on est écarté dans le gouvernement de Félix Tshisekedi, nous devons nous asseoir sur une même table
pour parler dialogue. Parler dialogue avec qui? Parler avec quoi? Parce qu'il y a déjà division. La Senko exige que Joseph Kabila soit là. La Senko exige que Corneille Nangaa soit là. Chose que Félix Tshisekedi a dit, chose à laquelle Félix Tshisekedi a dit non. On ne peut pas s'asseoir avec ces gens-là qui sont en train de tuer la population. S'il y a dialogue, vous voulez d'un dialogue, on peut, Félix Tshisekedi peut organiser notre dialogue avec Fayoulou, mais avec qui encore? À qui est-ce que Félix Tshisekedi peut faire confiance? Parce que Moïse Katumbi est aussi cité parmi les personnes qui soutiennent les M23. Donc, ça sera une réunion entre Fayoulou et Félix Tshisekedi. Et c'est de ça que vous allez parler de dialogue national. Point d'interrogation. Donc, c'est trop difficile de parler des dialogues inclusifs aussi longtemps que les personnes avec qui on veut faire ces dialogues, les personnes qui ont été citées par la Senko, travaillent avec le Rwanda, sont en train de tuer nos populations et cela ne va pas profiter en rien à Félix Tshisekedi parce que lui, il fait son mandat, il n'a rien à perdre. Qu'il puisse s'asseoir sur une même table avec Fayoulou, ça va profiter à Félix Tshisekedi en quoi? Qu'est-ce qu'il va gagner s'il s'assied sur une même table avec? Parce que par le passé, vous avez déjà compris que le dialogue n'a jamais résolu quelque chose en République démocratique du Congo. Vous allez accepter aujourd'hui quelque chose, demain, vous allez tourner les dos à la même personne qui avait accepté de s'asseoir à vos côtés. Donc, ça n'a pas de sens. Là, c'est juste mon point d'avis, mon opinion. Vous avez aussi votre mot. Dites-le nous par vos messages, par vos commentaires. On ne doit pas essayer de les lire et pourquoi pas être éduqué aussi par rapport à vous. Merci de nous avoir suivis. C'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.